sans plus tarder, place à l'échange. Je commencerai par une question. Selon vous, quand on parle de pédagogie du futur, de quoi parle-t-on réellement aujourd'hui? Monsieur Kahn, vous voudriez bien répondre à cette question? Bonjour à tous. Merci encore à Baraka pour cette invitation et je suis quand même très honoré de partager ce panel avec d'éminents spécialistes et experts. Alors moi, je dirais que très rapidement pour ma présentation, c'est vrai qu'on a partagé la bio. Je suis directeur capital humain et en même temps responsable des projets stratégiques et innovation RH du groupe Oraban. Donc, je m'assure de la transformation, du programme de transformation du groupe à l'horizon 2027. Déjà, ce qui m'anime profondément au-delà de ma fonction, c'est cette conviction que je porte depuis très longtemps, que nos jeunes arrivent souvent sur le marché de l'emploi sans être vraiment très bien préparés. Et l'école leur donne souvent le savoir, mais rarement les comportements et la posture professionnelle qui est attendue. Et aujourd'hui, cette conviction est partagée par une communauté RH, parce que je me suis engagé un peu dans cette aventure entrepreneuriale en lançant un baromètre auprès de mes pairs RH, donc pour savoir ce qu'ils en pensaient de cette question. Et certainement, je publierai les... C'est de poser la bonne question à tout le monde. Oui. Ça peut donc, Allô. sur le sujet. Sans le son. Vous m'entendez? J'entends d'autres voix. Oui, 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 parfaitement. c'est parfait. Ah, C'est ben, parfait. parfait. Bon, c'est sûr que je partagerai les résultats de ce baromètre-là que j'ai lancé il y a 2 semaines au sein de la communauté RH du Sénégal sur la préparation ou bien l'impréparation des jeunes dans le milieu professionnel et également ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, l'enquête elle est un peu plus loin pour savoir ce qu'il faut faire réellement parce que on est sans cesse obligé de former à nouveau à la pratique. Aujourd'hui, on est en train de parler, donc pour revenir à la question, de la pédagogie du futur. Mais moi, je parlerai de la pédagogie du présent parce qu'il y a, il y a une urgence à agir très rapidement. Et je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ce baromètre-là que j'ai pu collecter très rapidement. Plus de 78% des participants estiment que l'école ne prépare pas suffisamment au monde professionnel en termes de comportement professionnel attendu. Et très souvent, quand je parle de comportement, c'est plus dans l'esprit de service, dans les prises d'initiative et même dans la discipline. Et 61% pointent les programmes académiques qu'ils jugent trop théoriques et pas assez terrain. Donc, pour répondre aujourd'hui à la question de la pédagogie du futur, pour moi, il y a même urgence à agir sur la pédagogie actuelle. Et c'est ça qui fonde un peu mon engagement à faire le tour des écoles pour essayer de créer ce déclic. Donc, je sais que je ne serai pas seul, mais que ce soit la voix d'un professionnel RH qui voit ces lacunes que nous avons au milieu de l'entreprise et qui devient un lourd fardeau pour nos institutions et qu'on partage avec toute une communauté RH, je pense qu'il y a matière à agir tout de suite sur les comportements à promouvoir à l'entreprise. Donc, je vais m'en arrêter là par rapport à la réponse, par rapport à la question. Je sais que sur les questions de l'IA, d'autres l'ont traité et d'autres le feront davantage mieux que moi, mais mon angle de réflexion sera beaucoup plus axé sur les comportements qui sont attendus et qui font qu'on évolue en entreprise. Parce que les diplômes, certes, peuvent ouvrir les portes, mais ce qui fait qu'on avance en entreprise, c'est beaucoup plus les comportements. Et malheureusement, les écoles ne nous préparent pas suffisamment. Voilà ce que je voulais dire à l'entendre. Merci. Merci pour votre contribution. Je retourne la même question à Monsieur Steve. Selon Bon, vous, quand on parle de pédagogie du futur, de quoi parle-t-on réellement aujourd'hui? alors, merci pour la question posée. Merci déjà pour l'introduction. Je remercie également l'organisation pour cette prise de parole en public qui nous permet bien évidemment
d'initier la jeunesse, mais également partager ce savoir-faire afin de libéraliser la connaissance et la compétence. Je remercie également l'intégralité des panélistes qui ont pris de leur temps pour pouvoir partager de leur savoir et de leurs connaissances. Alors, pour répondre rapidement à la question, il faut déjà qu'on puisse positionner et situer le contexte dans la mesure où la connaissance et le savoir est totalement en phase d'évolution. Nous avons l'accès aujourd'hui en peu de temps à l'information qui était pendant des années rares, ce qui créait ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'ai qualifié avec l'équipe sur laquelle nous sommes en train de travailler sur cette problématique, d'éducation long terme. C'est-à-dire pendant plusieurs années, nous avons été formés, nous avons été coachés, nous avons été accompagnés pour pouvoir cocher des cases et entrer dans des cases. Donc le constat a déjà été fait par Monsieur Omar Khan au niveau de l'observation du profilage, de profil de recrutement lors de l'employabilité. Tout simplement pourquoi? Parce que dès le bas âge, on ne nous a pas appris à suivre et bâtir une carrière. On nous a appris à cocher des cases, à s'inspirer des modèles, sans nous donner la clé qui a fait en sorte que ces modèles-là puissent réussir et surtout puissent impacter leur temps. Donc, pour pouvoir déjà situer le contexte, je vais partir dans l'histoire, notamment à travers un philosophe africain qui a travaillé sur la position de l'ethnophilosophie, qui est Ebenezer Djomwele, qui a travaillé sur la médiocrité à l'excellence. Vu que nous travaillons sur l'équité, l'inclusion et surtout la mise en phase de la connaissance, il faut déjà qu'on puisse remonter. Ces anciens penseurs, ces anciens porteurs de projets ont réussi à situer l'éducation dans un contexte. Donc, tout ce qui est traité aujourd'hui, tel que l'économie sociale circulaire, l'économie sociale et aussi inclusive, ou encore l'équité, avait déjà été abordé autant pour moi dans ses œuvres dans les années 70. Ce qui veut dire que l'Afrique avait déjà un modèle adapté au modèle africain, mais pendant plusieurs années, nous avons cru que ce modèle n'était pas en phase avec la réalité. Sauf que cette réalité qui avait été décriée plusieurs années auparavant dans l'ouvrage d'Ebenezer Djomwel à travers bien évidemment, la mise en avant de l'économie circulaire, la mise en avant de la valorisation des employés au travail, la mise en avant également le sens de motivation, de sens de vie, de sens de carrière. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes en plein dedans. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte à cette époque-là que la compétence sans connaissance et sans savoir ne suffit pas. Il faut qu'on réussisse à connecter ces trois et ça va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode 2G. Qu'est-ce qu'on va positionner dans cette méthode 2G? C'est dans un premier temps positionner le savoir-être. Le savoir-être, c'est qui nous sommes, quelles sont nos connaissances. Donc, ça va mettre en avant tout ce qui sera diplôme, tout ce qui sera valorisation de carrière, tout ce qui sera valorisation également salariale à travers le volet employabilité. Et par la suite, nous aurons le savoir-faire, le do it. Donc, knowledge et do it. L'objectif ici est de montrer qu'une carrière est bâtie sur une hybridation. Nous avons à la fois le savoir-faire qui va nous donner tout ce qui sera légalisation via les diplômes, via des parcours de compétences. Et nous aurons cette fois-ci la compétence qui sera à son tour valorisé par la prise de position et la prise de compétences lors d'entrée en carrière professionnelle. Et la problématique a été pointée du doigt et a été mise en avant dans la mesure où on a, pendant plusieurs années, qualifié l'entrepreneuriat africain de débrouillardise. Donc, je reviens sur le volet entrepreneurial parce que c'est lié au process de formation également. Donc, un jeune qui va avoir une structure qui va vendre dans des croquettes qui pourront être vendues à des millions d'exemplaires, vu que c'est une microéconomie, mais qui est toutefois une économie circulaire qui peut employer, qui peut former, qui peut transférer du savoir pour pouvoir faire en sorte que ce savoir soit effacé. On l'a, comment dire, on l'a réduit à de la débrouillardise. Donc, l'éducation et surtout la co-construction de solutions aujourd'hui, c'est de réussir à qualifier les capacités et surtout les connaissances africaines et réussir à les transférer. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, nous nous déployons ce qu'on appelle la méthodologie inversée hybride, qui va partir de la pratique à la théorie. À l'ère de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, la théorie est complémentaire à la pratique. Si on ne met pas en place des actions de pratique pour transférer la connaissance, pour transférer la compétence, mais surtout pour transférer ce savoir-faire des anciens détenteurs de ce savoir-faire-là, que ce soit le savoir-faire historique, que ce soit le savoir-faire patrimonial et surtout le savoir-faire de l'ADN, pour pouvoir comprendre pourquoi l'économie africaine est circulaire, pourquoi le savoir-faire africain est circulaire, mais surtout pourquoi il est génétique. Tout simplement parce que ça part d'une histoire qui vient bien au-delà de l'arrivée des Européens sur le continent. Mais pour la plupart d'entre nous, si on prend par exemple l'exemple du Cameroun, comme j'aime bien le dire lors des interventions, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Cameroun commence avec l'arrivée des Portugais.
qui ont nommé le Cameroun Rio dos Camagüey, qui voulait dire rivière de crevettes. Mais sauf qu'avant cette arrivée des Portugais, il y a eu l'arrivée des Carthaginois qui est arrivé sur le sol camerounais lorsque le mont Cameroun était en train de jaillir des laves. Et comment dire, avec cette beauté paradisiaque, ils ont qualifié ce qu'ils étaient en train de voir de char de guerre. Sauf que le char de guerre a été totalement effacé et remplacé par la partie rivière de crevettes. Et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs siècles passés, nous n'avons pas d'historiens qui ont réussi à retracer l'histoire du Cameroun, retracer la culture camerounaise, retracer l'ADN camerounaise. Et ça vaut pour plusieurs pays d'Afrique. Donc nous ne pouvons pas revendiquer une identité professionnelle et surtout de connaissances tant que notre histoire, notre patrimoine, nous n'avons pas réussi à l'identifier et surtout à la structurer pour qu'il y ait ce transfert. Donc, cette stratégie d'apprentissage passe d'abord par la connaissance du soi, d'où le fait de savoir à travers le savoir-être, et par la suite, le transfert de connaissances pour pouvoir déployer des compétences auprès des jeunes et surtout faire en sorte que les parents, les anciens, qui ont eu ce savoir-faire-là, qui ont travaillé avec plusieurs générations, puisse être l'interconnexion qui fait en sorte que ce transfert de connaissances puisse être fait et puisse être perpétuel par les prochaines générations à venir et qui permettront bien évidemment la valorisation, cette fois-ci, de l'éducation africaine. Parce que jusqu'ici, on a eu des penseurs qui ont pensé l'ethno-philosophie, qui était basée sur la pensée africaine, mais nous n'avons pas eu, cette fois-ci, des professionnels qui ont pensé l'éducation africaine. Aujourd'hui, l'éducation africaine est toujours basée sur le cycle scolaire européen, le cycle scolaire américain, mais nous n'avons pas de cycle scolaire africain. Comment pouvons-nous revendiquer aujourd'hui une connaissance tant que nous ne sommes pas en mesure d'autopiloter nos programmes éducatifs? Donc, pour répondre rapidement à cette question, voilà les axes de vision. Merci pour cette réponse. Je retourne à présent la même question à Monsieur Raphaël. Selon vous, quand on parle de pédagogie du futur, de quoi parle-t-on réellement? Votre micro, il est fermé. OK. Merci beaucoup. Merci à Maria, merci à Gaius et à sa brillante équipe pour cette initiative. Et merci également à chacun de vous qui avez pris de votre temps pour non seulement être ici pour partager ses connaissances, hein, c'est vraiment un gros réservoir. Très humblement, je suis en face de personnes très calées, chacun dans son domaine, et également un public merveilleux, je veux dire d'auditeurs merveilleux qui sont là pour passer un moment avec nous. Alors, je vais peut-être pas être très long, mais comme j'aime souvent le dire, chaque fois quand on a parlé de pédagogie du futur, c'est une question de mind shift. Quand j'entends par mind shift, c'est bouger d'un point vers un autre, en modifiant justement non seulement la façon de penser, mais également la façon de concevoir ce que l'on attend. Donc, pour ma part, parler de la pédagogie du futur, c'est 5 grands shifts qu'il faut avoir. Le premier, il va falloir, la pédagogie du futur, c'est un mouvement du savoir à la transformation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ou encore pendant longtemps, on a transmis des connaissances. Mais demain, il va falloir transformer les comportements, les compétences et enfin transformer les résultats. Et la question ne sera plus qu'a-t-il appris, mais la question va être qu'est-ce qui a changé dans sa façon de faire. Le deuxième shift à vous partager, c'est le shift de la standardisation à la personnalisation. J'aime souvent dire qu'il faut qu'on parte de la formation de masse à la personnalisation de masse. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a un même contenu pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, un formateur qui arrive en salle de formation, un professeur qui arrive dans sa salle de classe, il a 1500 personnes face à lui et il a le même contenu pour tout le monde. Mais en réalité, chacun de nous a un rythme différent, a une capacité neuronale qui est complètement différente, a un fonctionnement, des connexions neuronales qui sont complètement différentes. Et demain, il va falloir aller davantage vers des parcours adaptés à chaque apprenant. Et aujourd'hui, l'IA nous aide dans ce boulevard-là. Et surtout avec l'analyse des données derrière. Vous comprendrez donc qui dit pédagogie du futur va parler de chacun apprend à son propre rythme.
et chacun apprend à son niveau. Chacun a ses propres objectifs qui viennent répondre à son besoin réel. Alors, j'ai parlé donc premièrement du shift de la formation ou encore du savoir vers la transformation. J'ai parlé du shift de l'apprentissage de masse, hein, de la standardisation de masse à la personnalisation, justement. Et maintenant, le troisième shift que j'aimerais partager avec nous, c'est, davantage, on parle beaucoup d'enseignement. Vous voyez, dans les organisations, encore ce que j'ai observé, et pendant longtemps, ça fait peut-être pas, bon, j'ai juste une quinzaine d'années que je suis devant les dirigeants sur plusieurs continents et dans plusieurs organisations. Je vois en fait une succession de connaissances, je vois de cours magistrales, de slides, d'exposés. Mais c'est depuis 5 ans que je me suis dit, il va falloir qu'on arrête avec les exposés et qu'on parte de l'enseignement à l'expérience. Ça fait le troisième shift. Donc aujourd'hui, c'est sortir vraiment de tous ces carcans de slides, d'exposés et autres et revenir dans une dimension d'immersion et d'expérimentation et de mise en action. Parce qu'effectivement, je parle sous le contrôle des experts de la neuroscience qui sont ici, c'est que on apprend moins en écoutant qu'en vivant une expérience. On ne va justement apprendre que lorsqu'on a engagé l'émotion. D'où on va parler davantage aujourd'hui de serious game, d'escape game, de simulation, hein, de réalité virtuelle et de cas réels qu'on amène les gens à explorer et à vivre. Rendu à ce niveau, peut-être j'ouvre peut-être la porte sur le quatrième shift. Et le quatrième shift ici va partir de la formation ponctuelle à l'apprentissage continu. Ça fait 15 ans, 16 ans aujourd'hui que nous existons, hein, en tant que cabinet de formation, mais je vais avouer, pendant près de 11 ans, nous avons pataugé. Je voudrais dire pendant 12 ans, 12 ou 13 ans même, nous avons pataugé. Pataugé à trouver notre voie. Et je focus et allons croire en une chose qui est cruciale, c'est que la formation ponctuelle ne produit plus de résultats. C'est plus possible. Aujourd'hui, 2 jours de stage, 3 jours de stage pour faire gestion du temps, prise de parole, ainsi de suite, c'est plus la peine. C'est vraiment du budget brûlé au briquet, comme j'aime à le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un shift à faire. Il faut qu'on arrive à partir de la formation ponctuelle à un parcours d'apprentissage, ce qu'on va appeler effectivement de l'apprentissage continu. Et une formation de 2 jours tous les 6 mois, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On vous inscrit pour une formation au mois de janvier, au mois de mars ou encore au mois de décembre. Après, on vous dit non, vous n'avez droit à une autre formation que dans 2 ans ou dans 18 mois ou dans 6 mois. Mais comprendre qu'aujourd'hui, la formation, l'apprentissage doit être permanemment intégré au travail. C'est la raison pour laquelle, que ce soit pour des parcours de transformation managérielle ou culturelle ou structurelle, pour nous, il est hors de question aujourd'hui d'avoir à faire des stages de 2 jours et ensuite de plier bagage. Ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas nous confier vos managers pour 3 mois ou pour 2 mois ou pour 6 mois, pour un véritable changement de comportement et de posture, c'est vraiment pas la peine. Et enfin, le dernier shift concerne justement, il va falloir qu'on sorte du rôle de formateur expert aujourd'hui. On a trop de formateurs experts. Et parfois, j'ai l'impression que c'est un surdosage. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à avoir des personnes qui facilitent la transformation. Donc, il y a ce shift-là même, que ceux-là qui sont des professionnels, des professeurs, des formateurs, qu'ils comprennent qu'ils doivent faire ce shift-là pour partir du formateur qui détient le savoir à ce facilitateur qui fait émerger le savoir de l'équipe ou du groupe d'apprenants. Pourquoi? Parce que le savoir est accessible partout déjà, grâce à l'IA. Vous n'inventez plus rien. Retenez-le, c'est plus possible. Quel que soit le sujet aujourd'hui, vous avez le contenu qui est disponible gratuitement. Alors, donc, il n'y a plus d'experts réellement. Donc, la valeur du formateur résidera dans sa capacité donc à créer des expériences, à faciliter l'intelligence collective, à accompagner ce développement-là et surtout, je vais terminer là-dessus, à provoquer des prises de conscience. Donc, en fait, pour me résumer, c'est 5 shifts à garder à l'esprit. Ne l'oubliez jamais. Le premier shift, c'est du savoir à la transformation. Le deuxième shift, de la standardisation à la personnalisation. Le troisième shift, de l'enseignement à l'expérience. Le quatrième shift, de la formation ponctuelle à l'apprentissage continu et au parcours d'expérience. Et enfin, que la posture du formateur passe de l'expert
aux facilitateurs de transformation. Merci, je vous remercie. Merci, Monsieur Raphaël, pour cette contribution. À présent, je m'adresse à Monsieur Fulgence Gakou. Je vous adresse la même question. Selon vous, quand on parle de pédagogie du futur, de quoi parle-t-on réellement aujourd'hui? Alors, merci à Maria, merci également à toute l'équipe d'Arakagate pour cette magnifique idée, cette magnifique opportunité qui nous est donnée donc de pouvoir parler d'un sujet d'actualité. On parle certainement de formation, de futur, mais je pense que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un sujet d'actualité, d'une urgence vraiment capitale. Vous me permettrez à l'entame de mes propos quand même en saluant la présence de tous les panélistes, je vais m'arrêter sur l'un en particulier qui est quand même un mentor. Et certainement, je ne saurais en fait ne pas le faire. Il est un peuple qui ne fait pas mémoire, est un peuple qui est appelé à périr. Bon, j'ai bien sûr cité Monsieur Raphaël Jomnou, qu'ici aujourd'hui je parle de coaching. Si on peut mettre autour de mon nom Fulgence coach certifié John Maxwell et tout ce qui va avec, c'est parce que certainement il a été pour moi ce mentor qui m'a boosté, motivé à le faire. Mes respects, très cher mentor. Alors concrètement, Merci. oui. Concrètement, je suis de ceux qui croient, je suis vraiment de ceux qui croient que lorsqu'on parle de futur, lorsqu'on parle d'impact également de la formation, ceux qui vont aujourd'hui s'en sortir dans ce domaine, ce ne seront pas certainement ceux qui auront le plus appris, mais ceux qui auront vraiment appris à changer, à s'adapter, mais vraiment au plus vite. Parce que naturellement, nous vivons donc dans un monde de course et de vitesse. J'irai directement donc convoquer des expériences vécues parce que naturellement étant convaincu de l'un des points qui a été cité par Raphaël lorsqu'il parle du fait de passer de la formation mais vraiment à des expériences. J'ai eu la chance d'accompagner énormément de leaders dans les domaines donc qui nous concernent. J'entends par là le leadership, la prise de parole, le coaching et voilà tout ce qui va dans ce sillage. Et j'ai toujours été convaincu d'une chose, ressentir et faire ressentir, c'est-à-dire ressentir et faire ressentir. L'expérience, pour moi, crée, mais vraiment conduit à la conviction. Et la conviction, naturellement, c'est vraiment le fruit de beaucoup d'expériences vécues qui sont capitalisées et qui sont ancrées en nous, d'abord pour notre propre vie, mais également pour les vies de tous ceux qui nous écouteront plus tard. Et ceci étant, plutôt que d'être donc dans une vision de termes, de théorie et de tout ce qui est comme donc, totalement disponible aujourd'hui, créons donc des expériences, veillons à reconvoquer les expériences enfouies dans le passé, qui aujourd'hui, qui sont naturellement la source des personnes que nous sommes devenues, créons également à aider former les différentes participations à nos sessions, les aider à pouvoir se projeter également vers un idéal, mais un idéal qui ne serait pas être fictif, mais un idéal qui est propre donc à notre personne. Et je pense que c'est vraiment de là que nous arriverons ainsi à pouvoir dire d'un individu X qu'en effet, il a pu passer d'un point A à un point B. Lors d'une de mes formations vécues, où il était question de parler donc d'art oratoire, nous avons vu souvent beaucoup de formateurs y aller avec un format classique qui consistera à créer, donc à proposer des règles de la prise de parole. Il faut commencer par ça, il faut terminer par ça. Alors, ma vision a toujours été une chose, qui était celle d'aider donc la personne, ou plutôt le participant, à pouvoir se recevoir, à pouvoir se ressentir, mais vraiment toutes les pulsions, comprendre quelles étaient naturellement les facteurs risques, mais également la genèse de tous les facteurs bloquants qui lui permettraient pas de pouvoir s'épanouir une fois qu'il serait sur le terrain. Et je me suis rendu compte, in fine, que mais tout tournait autour de l'humain, tout tournait autour du sujet lui-même qui devrait en fait entreprendre, qui devait tout simplement prendre la voie en fait de l'expression. Et là encore, cette même situation, cette même façon de voir, vous l'appliquez au leadership. Honnêtement, nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Vous l'appliquez à toutes les sphères professionnelles de notre vie. Ne soyons pas surpris si nous n'arrivons pas tout simplement à faire bouger les choses parce que nous nous sommes concentrés sur ce qui est fictif.
Mais par contre, ce qui est personnel, ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est expérimenté, lorsque nous le posons sur la table, naturellement, ça apporte forcément une valeur ajoutée. Alors, formation du futur, pour moi, donc, rimerait avec expérience. Formation du futur, plutôt l'impact même du poids du futur de la formation, rimerait pour moi avec le fait d'être naturellement convaincu que chaque homme et chaque femme a un potentiel tellement, tellement, tellement limité, illimité autant pour moi qu'il faudrait donc que nous puissions rentrer au plus profond de même pour pouvoir les convoquer en vue de pouvoir expérimenter et faire expérimenter. À défaut, on serait encore en train de tourner autour du pot et ce qui ne changerait pas donc réellement grand-chose. Merci. Merci à tous pour vos contributions, pour votre réponse à cette question. J'en retiens qu'il n'existe pas qu'une seule définition des pédagogies du futur, mais plusieurs définitions, plusieurs visions qui sont toutes complémentaires. Avant de poursuivre, chers participants, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Nous aurons un moment pour répondre à toutes vos questions et aux préoccupations. Les pédagogies du futur. Lorsqu'on parle de pédagogie du futur, on pense tout de suite à la transformation de l'apprentissage et également l'intelligence artificielle. En termes d'intelligence artificielle, comment est-ce que l'intelligence artificielle, les techs, les nouveaux formats d'apprentissage transforment-ils déjà la manière d'apprendre aujourd'hui? Ma question s'adresse à Monsieur Raphaël Chomou. Votre micro, il est fermé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je comprends dans cette question, c'est ça, hein, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui transforme les nouvelles façons d'apprendre. C'est bien ça. Alors, Oui. une chose est claire, l'IA va transformer deux choses. Pas seulement les outils, mais également la manière dont nous apprenons. Et donc, du coup, quand je suis donc sur cette question, je me dis, en fait, quand je structure ça rapidement dans mon esprit, vous allez dire que j'aime le chiffre 5. Hein? Oui, en fait, l'IA, c'est 5 façons dont l'IA va transformer, pour ma part, hein, l'apprentissage aujourd'hui. La première façon, c'est l'IA va personnaliser l'apprentissage à grande échelle. Avant, vous aviez une même formation pour 100 personnes. Mais aujourd'hui, vous mettez 100 personnes, vous leur donnez un parcours de micro-learning, c'est ce que on va appeler l'adaptative learning, et on l'a dans certains de nos parcours de micro-learning. Vous avez 10 personnes qui font le même parcours, mais les 10 personnes ne vivent pas la même expérience. Ça veut dire que l'IA va s'adapter à chacun en fonction de son niveau de difficulté, en fonction également de sa capacité à répondre, de la vitesse à laquelle cette personne répond. Donc, en fait, vous comprenez que l'IA va venir personnaliser l'apprentissage à grande échelle. Ça, c'est le tout premier. Deuxièmement, l'IA va rendre l'apprentissage disponible pour tout le monde. Avant, qu'est-ce qu'il fallait faire quand on était coincé? Je me souviens encore quand je travaillais à l'époque, il y a à peu près 25 ans, et que j'étais face à un sujet où j'étais coincé, il fallait que j'appelle mon boss, il fallait que si ça concernait un sujet de leadership que j'ai vu en formation, lors d'une formation de Dale Carnegie, par exemple, je vais appeler KBA, je vais chercher, je dis, écoute, il faut que j'arrive à trouver son numéro parce que là, je suis coincé. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, un assistant IA peut répondre instantanément aux questions 24 heures sur 24. Je prends simplement un exemple sur le modèle que nous avons créé, qui est le modèle du leadership fractal, ou bien le WebOS, le système d'exploitation de bien-être au travail. Chacun de ces modèles a un IA qui est disponible 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Vous avez fait la formation avec moi, et après la formation, quand vous posez, vous êtes coincé. Vous ne savez pas comment faire un feedback à un collaborateur qui vient de perdre sa mère et en fait, il vous a rendu un travail. C'est tellement mauvais que vous avez du mal à vous Qu'est-ce que vous faites? Vous posez la question voilà, à votre petite application et cette application vous répond exactement comme si c'était Raphaël Tchernou qui vous répondait.
Donc, c'est exactement ça. L'IA va rendre l'apprentissage disponible pour tout le monde, de la même manière que euh, l'IA va transformer donc chaque apprenant en acteur. Avant, on lisait. Les PowerPoint et on écoutait. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Quand vous faites un micro-learning, il se passe aujourd'hui, les formations micro-learning et e-learning, c'est difficile de lire le même texte pendant 1 minute. C'est pas possible. Vous allez lire le test, on va vous poser une question, vous allez dérouler. Dès qu'après 3 lignes, on vous pose une question. Au fur et à mesure, quand vous interagissez, on vous envoie sur un mur d'avis à donner, ainsi de suite. Donc, en fait, avec l'IA, on dialogue, on expérimente, on teste. Et ça, c'est la troisième chose. J'ai parlé de 5 choses. Je crois que j'ai déjà parlé voilà, de la personnalisation de l'apprentissage à grande échelle, voilà, de rendre l'apprentissage disponible à tout le monde, de l'IA qui transforme l'apprenant en acteur. Les 2 autres, c'est l'IA accélère le feedback. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, je me souviens, j'ai une formation justement sur le feedback. On a un parcours comme ça qui, aux apprenants, et après, ça vous dit, écoute, ça va vous donner une situation. Écoutez, vous êtes face à un collaborateur, pardon, qui n'a pas été au taquet pour ce qui concerne son livrable. Et voici ce qu'il vous a ramené. Faites-lui le feedback. Dès que vous faites le feedback, vous le dites même avec votre voix, vous le dites, voici comment je vais structurer mon feedback. L'IA vous corrige ça immédiatement, instantanément, en 30 secondes, et vous dit, écoute, dans votre feedback, voici ce qui manque, voici ce qui manque, voici ce qui manque. Pour améliorer votre feedback désormais, voilà ce de quoi vous devez faire attention. Et enfin, donc justement, l'IA va favoriser un apprentissage continu. Donc, la formation était un événement avant. Aujourd'hui, avec l'IA, vous programmez tout ça, vous commencez à recevoir ça le matin comme des petits bouts de pain. Ça vous arrive, 2 minutes, 30 secondes, une petite lecture, une phrase, ainsi de suite. Donc, vraiment, pour terminer, pour ma part, répondre donc à cette question de savoir aujourd'hui, voilà, comment est-ce que l'IA transforme les nouvelles façons d'apprendre, j'ai dit il y a 5 façons dont l'IA va transformer l'apprentissage. Personnaliser l'apprentissage à grande échelle. L'IA va rendre l'apprentissage disponible à tout le monde. L'IA va transformer l'apprenant en acteur. L'IA va accélérer le feedback. Et enfin, l'IA favorise un apprentissage continu. Merci. Merci, merci, Monsieur Chomon, pour ces, ces retours très, très intéressants par rapport à l'IA dans notre apprentissage. Dans notre contexte africain, les réalités sont différentes de ce qui se passe dans d'autres continents, en Europe, aux États-Unis. C'est totalement différent. Mais lorsqu'on regarde en Afrique, selon vous, quel modèle de pédagogie serait le plus adapté à nos réalités, entre nos contraintes locales, les opportunités d'innovation? Cette question s'adresse à Monsieur Steve Ekuma. Merci pour la parole donnée pour la question. Alors, au niveau des modèles d'apprentissage les plus adaptés au continent et aux réalités africaines, il faut déjà qu'on réussisse à situer les besoins en termes de formation, dans la mesure où le continent africain, c'est un continent qui, pendant plusieurs années, a appris par la pratique. Ce qui veut dire quoi nous apprenons généralement sur le terrain. Et l'objectif ici, c'est d'être un pont entre le terrain et la partie apprentissage théorique. Donc, pour répondre à ce besoin aujourd'hui, nous avons la méthodologie d'apprentissage inversé qui va partir de la pratique à la théorie. Et dans cette pratique à la théorie, nous allons mettre en place un système asynchrone-synchrone. Alors, qu'est-ce que nous allons entendre parler par synchrone-synchrone ici? C'est la possibilité, la capacité d'avoir une plateforme dans un premier temps digitale qui va permettre à tous les différents apprenants de pouvoir se former à leur propre rythme sur la partie théorique, de pouvoir entrer en connaissance de tous les archives et surtout la documentation nécessaire. Et au niveau de la complémentarité avec l'intelligence artificielle, je vais rapidement bifurquer dessus. L'intelligence artificielle en vrai n'est que du machine learning. Donc l'intelligence artificielle en vrai n'existe pas. C'est l'intelligence humaine boostée dans la mesure où l'intelligence artificielle, c'est une plateforme qui permet de recenser, qualifier, structurer et mettre à disposition. Donc, recenser les différents articles qui ont déjà été publiés par le passé, recenser et qualifier ces différents articles-là en les situant dans un contexte à partir de la demande qui sera réalisée par l'humain derrière la machine et par la suite en proposant le résultat le plus synthétique
ou encore le plus développé en fonction des attentes qu'on aura derrière. Donc, c'est faire un croisement cette fois-ci avec cette intelligence humaine boostée à l'IA. Pourquoi humaine boostée à l'IA dans la mesure où l'objectif de l'IA ici, ça sera permettre dans un premier temps de faire gagner du temps, d'entrer directement en contact avec l'information la plus attendue et la plus nécessaire à l'instant T, mais surtout compléter les parcours d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'apprentissage personnalisé. Pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit le doyen, monsieur Raphaël, l'apprentissage personnalisé ici, c'est dans un premier temps s'intéresser à l'apprenant. Quels sont les besoins de l'apprenant? Quelles sont les réalités rencontrées par l'apprenant, que ce soit des réalités socio-économiques, culturelles, politiques et j'en passe. Donc, une fois qu'on aura réussi à identifier ces réalités qui sont très importantes au niveau de la mise en place et du déploiement du parcours d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du processus et du parcours d'accompagnement, nous aurons plusieurs profils. Dans un premier temps, des profils autonomes, ça veut dire des personnes qui sont à même de partir facilement vers l'information, la qualifier et en tirer directement les éléments de recherche. Par la suite, des profils assistés, ça sera cette fois-ci des profils qui ont besoin d'être mentorés, accompagnés, coachés pour obtenir des résultats. À ce profil-là, on aura maintenant le profil hybride. Le profil hybride ici, qu'est-ce que je qualifie par profil hybride? C'est un profil qui a en capacité d'être à la fois autonome quand il faut être autonome et assisté lorsqu'il rencontre des zones de flou. Et l'éducation et la transmission éducative sont en train de basculer totalement vers ce profil hybride et c'est une urgence drastique, notamment pour l'Afrique, dans la mesure où nous faisons face à plusieurs réalités, plusieurs problématiques. Dans un premier temps, des problématiques énergétiques, des problématiques liées à la connexion et l'accès à Internet, mais surtout des problématiques liées au paradigme et à la mise en situation économique, sociale et surtout éducative que nous avons pu avoir, non seulement par notre passé, mais aussi par l'actualité présente. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est réussir à mettre en place un pont. Un pont qui va permettre d'avoir des ateliers terrain avec des anciens, comme j'aime bien le dire, qui maîtrisent le savoir-faire, des ateliers, cette fois-ci digital ou encore terrain, avec des intelligences artificielles boostées par l'humain, ou encore avec des enseignants, chercheurs ou encore des passionnés, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. L'objectif ici, c'est quoi? C'est démocratiser l'accès au savoir. Faire en sorte que la contrainte digitale, la contrainte temporelle ou encore énergétique soit totalement corrigée par l'accès humain. D'où mon élément au fait que l'IA aujourd'hui, c'est une intelligence humaine. Faire en sorte que dans des zones reculées rurales, nous puissions avoir des quartiers généraux, des QG de formation, comme on les appelle en interne, qui ont pour vocation de former sur le terrain des habitants, des résidents qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à Internet, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à l'énergie. C'est le premier combat. Sortir de l'éducation urbaine pour la décentralisation éducative. Faire en sorte que peu importe la région dans laquelle nous nous trouvons, nous avons la possibilité d'avoir accès à l'information, au savoir et à la compétence à temps réel. Donc, pour ce faire, nous allons connecter trois zones. Nous ne pourrons pas avancer sans l'aide étatique. L'objectif du gouvernement ici est de mettre en place des actions concrètes qui vont légiférer et donner l'autorisation aux acteurs qui pourront être des associations, des organismes de formation ou encore des écoles de descendre sur le terrain, avoir accès à ces quartiers généraux et pouvoir former. Dans le second plan, nous aurons des blocs, les chefs de blocs, les chefs traditionnels, les chefs de secteur, qui auront pour vocation cette fois-ci de faire la connexion. La connexion entre les riverains, les habitants, la culture, et cette fois-ci, la transformation et le transfert de cette culture-là vers la modernisation du savoir, entre guillemets. Et par la suite, le second volet, ça sera l'aspect co-construction, économie circulaire. L'économie circulaire ici aura pour vocation de booster la performance à travers des actions de gamification, à travers des actions de mise en place et déploiement de missions terrain. Pourquoi? Parce que nous allons cette fois-ci déconstruire le savoir pour reconstruire. Reconstruire ici, c'est quoi? C'est avec un cahier de charges propre aux réalités. Faire en sorte que si dans une région, nous constatons une problématique, nous constatons un besoin, nous axons désormais l'intégralité du parcours professionnel des riverains de cette région-là pour trouver des solutions pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on entend ici par solutions pratico-pratiques? Ce sont des solutions qui vont sortir des sphères, cahier de charges, besoins,
en éducation internationale, besoin en reforestation et autres, et adapter chacun de ces micro-éléments à la réalité. Si nous devons planter un arbre qui provient du Brésil, dans le nord du Cameroun, on doit être en mesure de pouvoir comprendre quels sont les bienfaits de cet arbre pour la terre camerounaise, pour la terre africaine, comprendre comment est-ce que cet arbre va évoluer dans le temps. Ce sont des réalités qu'on n'a pas. Si nous devons lancer, par exemple, des structures dans des entrepreneuriats, entrepreneuriat vert, entrepreneuriat urbain, comprends déjà comment c'était pensé par le passé, comment étaient structurées les villes, comment était structuré le savoir et comment était démocratisé ce savoir et l'adapter aux réalités. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cela dès maintenant, il y a une grande partie de l'histoire qui s'effacera. Et la problématique la plus dangereuse à l'ère de l'intelligence artificielle, comme j'aime bien le dire, c'est une intelligence qui a pour vocation de collecter des données et les mettre à disposition des humains. Donc, si nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de qualifier nos données, de les stocker, de les mettre à disposition de telle sorte que demain, lorsque nous ne serons plus là, la prochaine génération, vu que ça sera encore beaucoup plus développé, voudront savoir comment est-ce qu'on se formait par le passé, comment est-ce qu'on développait des entreprises par le passé, du jour au lendemain, ça pourrait être totalement supprimé. On a vu le cas, par exemple, avec la Russie, lors des sanctions qu'ils ont rencontrées. Donc aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour que toute une histoire digitale disparaisse. Donc pour répondre à cette problématique et anticiper sur ce besoin qui pourrait éventuellement arriver dans le futur, c'est faire en sorte que désormais, nous puissions associer la formation digitale et surtout à la formation terrain. Donc c'est du 70-30 ou du 80-20. Pourquoi la méthode de Pareto ici? Tout simplement pour permettre aux riverains d'être les premiers autant pour moi, stockage de l'information. Faire en sorte que cette information puisse être simplifiée, certes en ligne, mais surtout être rapidement accessible en allant chez le grand-père à côté, en allant chez la grande sœur à côté, en allant chez le professeur à côté, rendre disponible et rendre l'humain disponible et à disposition de la transmission du savoir. Et pour conclure rapidement, c'est une éducation qui pourra à la fois associer les attentes du gouvernement, les attentes de la population, les attentes culturelles et surtout les réalités socio-économiques. Faire en sorte que désormais, lorsque nous apprenons, ce soit pour résoudre des problèmes, ce soit pour corriger des actions et soit surtout pour transformer des dogmes, pour transformer des idéologies. Pourquoi l'une des actions que j'ai décrites aujourd'hui, c'est la possibilité du fait que lorsque nous allons penser notre structure éducative, nous allons la penser en entonnoir. Donc, on va demander à nos futurs experts de partir du particulier pour arriver au générique. Donc, tout le parcours scolaire, on nous apprend à travailler en travaux individuels. Sauf que lorsque nous allons arriver dans la société professionnelle, on nous demande l'inverse. Dans le travail en collectif. Comment demander donc à des cerveaux qui, depuis plusieurs années, ont réfléchi sur l'individualité, de devenir collectif et communautaire? C'est impossible. Parce que durant tout le parcours scolaire, on a été, comment dire, je vais formaté, on a été formaté pour penser en, en diagramme inversé. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce principe d'entonnoir puisse devenir cette fois-ci une pyramide. On commence par le générique, le collectif. On apprend à penser avant tout pour l'ensemble et par la suite à co-construire des solutions qui feront en sorte que des individualités puissent résoudre des solutions et arriver par la suite au sommet de la pyramide des besoins de Maslow. Merci. Merci, Monsieur Steve, pour cette contribution très, très riche. Il faudrait donc commencer par travailler au niveau des États, des formateurs et également aller sur le terrain. Associer également le digital au, au terrain, au réalisme. Merci beaucoup. En parlant de pédagogie, comment est-ce que la pédagogie peut-elle mieux préparer nos apprenants, ceux qui quittent l'école, pour une bonne transition entre le monde académique et le monde professionnel? Ma question s'adresse à Monsieur Omar Khan. Merci beaucoup, merci. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, hein. Très bien. Alors, donc, comment assurer une bonne transition entre l'école et l'entreprise, donc le pont entre l'école et l'entreprise? C'était
mon cri de cœur lors de mon introduction pour dire que le thème porte certes sur les pédagogies du futur, mais pour moi, il y a urgence à agir. Parce que je reviens encore sur le baromètre qu'on a lancé auprès de la communauté des RH qui estime à plus de 80% que l'école ne prépare pas suffisamment les professionnels. On rentre avec un diplôme, mais on grandit avec les comportements. Ça, je reviens encore sur cela. Et il est quand même une responsabilité, on va dire, partagée de faire grandir nos plus jeunes. Une responsabilité partagée, pourquoi? Parce que lorsque tu poses la question à l'école, tu dis, bon, vous allez grandir en entreprise, on va vous dire ce que l'entreprise attend de vous. Et nous aussi, qui sommes au niveau de l'entreprise, on se dit, mais pourquoi on ne vous a pas appris cela à l'école? Donc, je pense qu'il y a besoin quand même de concilier les deux parties et de créer ce pont-là de façon concrète. Et concrètement, moi, j'identifie, on va dire, 3 facteurs clés. C'est important de déclencher chez l'étudiant une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à ce qui l'attend demain. Parce que ils travaillent beaucoup plus, ou bien ils étudient pour avoir un diplôme, donc ils font un focus sur le diplôme. À 17 ans, tu te poses la question, comment je dois faire pour avoir mon bac? Donc, tu as travaillé pendant 17 ans, tu as étudié pendant 17 ans pour avoir juste le bac. Après, tu vas faire un master pour dire comment je vais faire pour avoir un master. Et c'est après avoir eu ton master que tu vas commencer à chercher réellement qu'est-ce qu'on attend de moi. Donc, tu as perdu énormément de temps. Moi, je pense qu'il y a une urgence à agir sur les curricula éducatifs. C'est extrêmement important d'intégrer donc cette notion-là de professionnalisme, d'intégrer ces notions, on va l'appeler des soft skills, mais d'intégrer les vraies attentes de l'entreprise. Sinon, toutes les entreprises sont obligées, malheureusement, de former à nouveau, de faire appel à des experts pour retravailler le professionnel que nous voulons, avoir dans nos entreprises. Donc, l'effet miroir, pour moi, c'est très important. Il faut montrer à chaque jeune étudiant qui il est vraiment par rapport au comportement attendu. Et à partir de là, définir des trajectoires ou bien des axes d'amélioration par rapport au comportement réel attendu. J'ai eu à développer récemment, à l'issue de ce baromètre, une sorte de test de personnalité simple, hein, donc qui n'est pas en train de mettre les gens sur des cages, mais pour leur révéler leur vraie attitude par rapport à ce qui est attendu réellement. Et à partir maintenant de ce gap, de travailler sur des parcours de mise en situation, sur des parcours vraiment qui va leur permettre d'améliorer ce qui est attendu en entreprise. Le deuxième facteur qui serait très important, et cela, ça doit commencer depuis l'école, ce sont les mises en situation réelles. On nous bourre de théories. C'est très important de comprendre la théorie dans tout ce que nous faisons. Mais je pense qu'on doit davantage mettre l'accent sur les mises en situation réelles, sur des simulations, pour avoir des feedbacks réels, des feedbacks humains. On peut utiliser l'IA, oui, que ce soit des serious games, que ce soit des avatars. Donc, tout cela, l'IA aide véritablement à révolutionner la pédagogie. Mais il n'y a pas mieux que l'humain pour assurer une certaine cohérence pédagogique. Donc, il est important de former à nouveau nos pédagogues, de former à nouveau nos formateurs à ce qui est réellement attendu. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, quelle devrait être la meilleure approche? Est-ce qu'on part du besoin de l'étudiant ou bien est-ce qu'on part du besoin du système éducatif? Moi, je pense qu'il faut partir du besoin de l'utilisateur final, c'est-à-dire l'entreprise. Si à la fin, nous tous, on cherche un emploi, soit c'est dans une banque, soit je suis à la médecine, soit je suis, voilà, je fais X, Y, il faut quand même poser les questions à ces acteurs qu'ils disent réellement ce qu'ils attendent. Et aujourd'hui, force est de constater, en tout cas d'après ce baromètre, que ce qui est attendu, on ne l'a pas. Donc, si on veut aujourd'hui structurer à nouveau le curriculum éducatif, il faut aussi
il faut aussi demander aux utilisateurs, c'est-à-dire les professionnels qui sont en entreprise ou bien qui sont dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, au-delà des mises en situation réelles et du déclic qu'on doit créer ou bien susciter chez un apprenant, il y a aussi la notion de la communauté. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'Afrique a toujours travaillé en communauté, on a toujours appris par l'expérience. Peut-être que on a reçu une autre forme d'éducation qui n'est pas forcément dans notre culture. Mais le fait de fonctionner en communauté, ça permet de, de construire dans la durée ce déclic. Parce qu'il ne suffit pas de faire un masterclass de 2 heures, une formation de 2 jours, ou bien je participe à ce webinaire de 2 heures pour m'assurer que les comportements que je veux réellement changer vont du jour au lendemain seront transformés. Non. Il faut continuer à travailler dans des communautés telles qu'on est en train de le faire ici dans ce webinaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accompagner, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je ne sais pas, à une échelle beaucoup plus large, comment il faut, en tout cas, instaurer et surtout cristalliser ce genre d'initiative qui permet aux gens d'avoir toujours des miroirs, mais en continu, et de pouvoir continuer à s'améliorer. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, la vraie pédagogie, donc, c'est la confiance qu'on accorde avant la compétence même ne soit prouvée. Donc, voilà ce que je voulais partager très, très rapidement par rapport à mon retour d'expérience sur le terrain. Merci. Merci, Monsieur Khan, par rapport à ce retour. Je donc rebondir sur votre intervention avec cette question. Faut-il donc partir du besoin de l'entreprise pour pouvoir former les professionnels du futur? Autrement dit, faudrait-il former nos professionnels en fonction des besoins des entreprises? Ma question s'adresse donc à Monsieur Fulgence Casco. Votre micro est fermé. Parfait, merci. Merci, donc je disais pour cette question également hyper importante et à la lumière de ce bel exposé de Monsieur Kahn, oui, je suis également de ceux qui croient que lorsqu'on arrive à créer une synchronisation entre l'actuel de l'apprenant et son futur et sa projection, ça permet, et qu'on le fasse réellement, ça permet de pouvoir donc l'aider à se projeter sur les réalités de l'entreprise qui l'attendent. Et naturellement, qui ne seront certainement pas tendres, ce qui peut faire que lorsqu'une fois qu'il est sur le terrain, il peut arriver qu'il ait un choc thermique parce que les contenus de formation, mais également les programmes de formation ne sont pas, en tout cas, sont de plus en plus, je pense que la prise de conscience quand même commence à être établie dans nos différents univers de formation pour qu'ils puissent veiller à créer cette immersion autant du côté donc des universités et en rapport donc avec les entreprises que ces mêmes étudiants sont censés rejoindre plus tard. Alors, passer donc dans un premier temps de la logique du diplôme à celui des compétences serait vraiment nécessaire parce que l'important, ce n'est pas seulement donc ce que l'on sait, mais ce qu'on est capable vraiment de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter et surtout cette capacité à apprendre, à réapprendre, à apprendre, à désapprendre également pour pouvoir être assez compétitif une fois qu'on est sur le terrain. Et surtout, je le disais tout à l'heure, je plaidais pour l'expérience vécue, qui pour moi est un facteur ou plutôt un moyen de pouvoir apprendre, mais surtout capitaliser en fait ce qu'on a appris. Donc, renforcer l'apprentissage expérientiel et l'immersion dans le réel. Nous avons eu, en tout cas pendant un bon bout de temps, dans les différentes universités, des canevas de formation qui restaient très classiques, qui se concentrent sur des points et qui ne se concentrent pas sur la stratégie, pour ne pas dire en fait sur le réel en fait concret de ce que vivent les différentes entreprises. Donc l'apprentissage c'est une chose, mais l'immersion dans le réel nous permet également de nous projeter. Développer également, je pense qu'il faudrait songer à développer donc des compétences humaines et comportementales. Je disais tout à l'heure que nous ne pouvons donner que ce que nous n'avons pas, enfin, que ce que nous avons reçu, mais je crois également que
l'intérieur de tout individu étant vraiment le reflet de son extérieur, il gagnerait à pouvoir avoir une grande capacité d'adaptabilité, mais de connaissance de soi, de compréhension de soi. Et là, j'invoquerai, je convoquerai toutes ces soft skills en rapport avec le leadership, mais pourquoi pas avec l'intelligence émotionnelle, qui nous permettent de pouvoir nous comprendre, mieux nous connaître en vue de pouvoir mieux nous connecter en fait à nos vis-à-vis une fois qu'on est sur le terrain. Instaurer également une culture donc d'apprentissage continu et une capacité d'adaptabilité. On nous donne souvent un canevas qui semble figé, mais une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte que voilà, la réalité du terrain peut être totalement différente. Ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense qu'avec l'essor de l'IA, ça vient nous donner une parfaite information que celui aujourd'hui, quelle qu'en soit votre sphère d'activité, qui n'a pas la capacité à pouvoir s'adapter, à pouvoir s'ajuster, à pouvoir se projeter, aura vraiment du mal à suivre le rythme. Donc, en effet, il faudrait donc aller vraiment dans cette culture d'apprentissage, mais surtout cette culture d'apprentissage continu, mais cette culture également de pouvoir s'adapter aux réalités du terrain, parce que l'entreprise également, une fois que vous y êtes, euh, vous devez avoir cette capacité à suivre le rythme, surtout dans un monde en perpétuel changement en termes d'objectifs à atteindre, en termes de projection, et voilà, j'en passe. Et un dernier point, peut-être qui sonnerait comme une suggestion, c'est pour nos différents lieux d'apprentissage, consisterait donc le fait de créer un partenariat, mais constant et réel entre les écoles et entre les entreprises. Je vois aujourd'hui énormément d'universités qui l'ont compris et qui se basent, qui tiennent vraiment à créer cette immersion au travers de partenariats avec pas mal d'instances, avec pas mal d'entreprises. Ça permettrait donc aux étudiants, mais dès vraiment la première année, de pouvoir se plonger d'entrée de jeu sur les réalités, mais vraiment sur les réalités en fait de l'entreprise. Une fois plus tard qu'ils pourront donc les rejoindre, naturellement, ce sera déjà du déjà vu, ce sera du déjà connu, et ça nous permettrait de quitter un peu nos bancs et nos tableaux, nos écrans, mais surtout d'être vraiment dans le vif du sujet. Du coup, à la question qui est celle de savoir est-ce qu'il faudrait pouvoir tendre vers cette adaptabilité, je dirais naturellement que oui, parce que je ne vois pas d'autre moyen de pouvoir se projeter vers un avenir radieux, autant pour nos entreprises, mais également pour ceux également qui vivront dans ces entreprises et qui les développeront. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais terminer avec une question adressée à vous tous. En termes de pédagogie, quelles sont les méthodes pédagogiques qui actuellement commencent à être caduques, qui vont bientôt disparaître, et quelles sont les méthodes qui vont révolutionner la formation du futur? On peut continuer avec vous, coach Fulgence. Vous, peut-être que vous m'entendrez un peu insister sur l'expérience parce que pour moi, c'est vraiment la seule arme pour moi concrète. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de pédagogie, mais plutôt d'andragogie. À la limite, comme disait donc notre Steve, il parlait plutôt de 80-20. Absolument. Parce que l'expérience vécue nous permet de pouvoir marquer, plutôt poser des marque-pages, des idées, pas forcément fictives, mais des idées qui ressortent, qui relatent le fruit du vécu. Donc, je suis personnellement de moins en moins et surtout beaucoup frileux, très, très, très frileux, d'une formation qui reste figée sur des gros principes qui, pour la plupart du temps, restent donc très objectifs. Mais et si on se concentrait sur l'humain? Et quand je dis l'humain, vous avez 100 participants dans une salle. L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, avec l'IA nous y aide, hein, très certainement, pouvoir créer une formation, un plan de formation taillé sur mesure en fonction de l'apprenant. Et c'est ce qui nous permet, en fin de compte, de pouvoir dire qu'en réalité, il y a eu un impact, il y a eu un résultat, il y a eu du concret. Donc, plutôt que de répondre à la question des métiers qui sont plutôt des sphères de la formation qui sont appelées à disparaître, je prônerais plutôt le fait de tendre vers l'expérience qui, pour moi, est le fruit vraiment du vécu et surtout d'une projection réelle.
Merci, coach Fulgence, pour cette intervention. À présent, je pose la même question à Monsieur Raphaël Chomou. Merci. Merci encore, Maria. Je crois que je me laisse nourrir comme un gamin depuis ce matin. Alors, je veux dire, depuis 1 heure à peu près que nous sommes là, hein, et j'en suis très reconnaissant. Donc, merci pour toutes ces belles intelligences et pour toutes ces expériences partagées. Quelles sont les méthodes et outils qui vont disparaître et quelles sont celles qui vont révolutionner l'apprentissage? La vérité, c'est que très peu de méthodes vont disparaître complètement, mais beaucoup vont perdre de leur valeur actuelle. Pourquoi? Parce que l'IA le fait mieux. L'IA le fait mieux que tout le reste. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé l'intervention de Fulgence, justement, qui parle de l'expérience. Aujourd'hui, ce que l'on vit avec les expériences les expériences au sein dans des communautés des apprenants, cette question, je me la suis posée il y a 5 ans. C'est la raison pour laquelle, au sein du cabinet, nous avons commencé à introduire donc tout ce qui est expérientiel. Parce que la vérité, c'est que l'Africain est par essence kinesthétique, hein. Il va toucher, il faut qu'il sente, il faut qu'il sente. Et quand, à votre question, je ramène ça à l'Afrique également. Et également, il faut qu'il vive l'expérience. Et il faut qu'à un moment donné aussi, qu'il ne se sente pas seul. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que, même si c'est adapté à lui, qu'il n'est pas dans une relation de one-on-one. Il va falloir, parce que l'Africain est essentiellement communautaire. Je ramène toujours sur la table cette philosophie Ubuntu qui parle de je suis parce que nous sommes. Et aujourd'hui, dans ça, il y a, dans cette principe et dans cette pratique, il y a donc cette puissance de l'intelligence collective qui va prendre la place. Donc, enjeu réel. Premièrement, la plupart des méthodes et outils, c'est-à-dire PowerPoint dans un point finir, des outils qui effectivement nous engagent simplement pour développer la connaissance, les quiz d'évaluation de connaissances, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui vont perdre beaucoup de valeur. Alors, là où l'avenir de l'andragogie réelle et de la neuroandragogie, je préfère le dire ainsi, de la neuroandragogie c'est quoi? C'est des méthodes et outils qui vont amener l'apprenant à vivre une expérience forte, à pouvoir la repliquer parce que justement, c'est une expérience qui va s'ancrer. Et quand on va parler d'ancrage, on va parler donc justement de connexion neuronale et ça va demander justement qu'il y ait une pratique, donc des gestes répétés. Je sors d'une salle de formation, il y a une pratique par des gestes répétés sur une durée. Et après, à un moment donné, on va s'arrêter, pas pour évaluer ce que j'avais appris en salle de formation, mais c'est pour évaluer est-ce que ce que j'ai appris a transformé ma pratique. Donc, du coup, que ce soit du début jusqu'à la fin du processus, ce sera juste simplement un processus de transformation. Donc, toutes les méthodes qui vont se mettre en œuvre ou vont se déployer dans cette dynamique-là. Ça veut dire vivre l'expérience. Et ça va être à travers les jeux, à travers l'expérience, à travers les contacts, à travers le partage. Et le faire dans la logique d'une communauté, justement. Parce que savoir que l'on se soutient et savoir que l'on avance ensemble. Donc, je l'ai dit de manière très simple cette fois pour que cela puisse résonner beaucoup plus dans le cœur de chacun. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Nchomou. À présent, je passe la parole à Monsieur Khan pour la même question. Alors, pour la même question, je pense que je vais me répéter. Je vais répéter aussi chez Fulgence et chez Raphaël par rapport à l'expérimentation qui est extrêmement importante. Et je vais donner un exemple. J'ai été porteur d'une initiative donc, qui s'appelait les pépinières donc, de Oraban, donc, où l'objectif était d'aller chercher des jeunes donc, qui sortaient d'école, qui avaient déjà le diplôme et qui n'avaient pas encore d'expérience. Ce programme-là, donc, en tout cas, m'a permis de comprendre une chose, donc que ce n'était pas forcément le diplôme qui faisait le meilleur professionnel. Et le programme s'est déroulé en 2 phases, hein.
une fois qu'on les a récupérés, ils ont subi des formations plutôt pratiques. OK? Donc, c'est ce qui est réellement attendu dans le milieu bancaire. Et ensuite, il y a eu une longue phase de mise en situation. C'est là où véritablement il y a eu très grandes différences. Donc, entre ceux qui étaient vraiment très pointu lorsque il s'agissait d'une formation classique et de ceux qui appliquaient réellement. Donc, il y avait vraiment une certaine fossé. Et je pense qu'il faut qu'on continue à appuyer sur ces parties-là mise en pratique en utilisant donc tout ce qui aujourd'hui est à notre disposition en termes d'intelligence artificielle qui permet de faire des simulations, des choses extraordinaires. Donc, il faut vraiment qu'on repense donc, le curricula éducatif dans ce sens-là, en utilisant la technologie pour faire des simulations en masse. L'Afrique aujourd'hui a l'une des populations, ou bien a la population la plus jeune. Et pour moi, ça peut être aussi un avantage extraordinaire hein, avec l'IA qui vient d'arriver. Mais ce serait quand même pas possible si on ne forme pas à nouveau les formateurs et que nos pouvoirs publics aussi n'abondent pas dans le même sens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut que nous tous, on pousse pour véritablement changer ce mindset-là. Parce que le monde va très, très vite. C'est pour cela que je préfère ne pas parler de futur, mais c'est plutôt de présent. Parce que on est en train de perdre un peu du terrain et ça va s'accentuer à une vitesse encore folle. Donc, il faut vraiment en tout cas, qu'on active tous les leviers, qu'on parle, je ne sais pas quand est-ce que le déclic va arriver à un plus haut niveau, et qu'on accepte de se transformer très rapidement et suivre aujourd'hui ce que la technologie nous offre. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Merci. Merci pour votre contribution. Monsieur Steve, je peux vous reposer la même question ou je peux changer de question? Ça dépend de vous. À vous de décider où je pourrais répondre à celle-ci. Après, sur une autre, je pourrais rebondir dessus pour compléter. Alors, pour compléter rapidement, qu'est-ce qui va disparaître? Déjà, la diplomatie. La diplomatie et le syndrome du diplôme. Qu'est-ce que je vais qualifier ici par syndrome du diplôme? C'est un syndrome qui nous permet juste de cocher des cases sans réellement savoir ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que pour rebondir rapidement sur l'intégralité des interventions, que ce soit sur celle de Monsieur Omar, qui a réussi à déjà identifier un premier besoin, c'est-à-dire la traduction de compétences diplômantes en compétences pratiques, dans la mesure où aujourd'hui, dans le domaine des ressources humaines, le constat est fait. Il a des chiffres, il a des analyses assez pointueuses qui montrent qu'aujourd'hui, des diplômés, certes, mais qui ne cochent aucune case sur le terrain. Ce qui veut dire quoi? Comment réussir déjà à parler à des jeunes qui sont en recherche d'emploi à cause des formations qu'ils ont suivies pendant plusieurs années et au sorti de là, ils sont face à un mur. Tout simplement parce que le parcours était déjà faussé dès la base dans la mesure où pendant plusieurs années, nous avons fait des cours d'amphithéâtre et nous avons peu fait des ateliers pratiques. Donc, pour répondre déjà à cette problématique, comment résoudre ce problème et les solutions de co-construction qui sont déjà mises en place au sein des différentes entités que je manage et gère également, partenaires pour celles que j'accompagne, c'est déjà mettre en place ce que j'appelle ici le mind mapping concurrentiel. Donc, le mind mapping concurrentiel ici, c'est positionner sur une même groupe, non seulement des professionnels, en phase de formation professionnelle et de parcours diplômant, mais cette fois-ci, de l'autre côté du miroir, des centres de formation professionnelle ou encore des écoles de commerce pour ceux qui sont qualifiés d'écoles de commerce, mais aussi des parcours académiques. Pourquoi? Parce qu'au centre de tout cela va se trouver deux options. L'option entrepreneuriale, pour ceux qui auront des profils autonomes, comme j'ai pu le dire au début, et surtout qui seront motivés par l'envie d'entreprendre. Donc leur parcours ne peut pas être le même ou encore identique à ceux qui auront pour motivation personnelle de retrouver de l'emploi dans un premier temps. Donc là, nous allons entrer vraiment dans la construction de carrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une carrière est évolutive. Mais durant le parcours déjà éducatif et le parcours de formation professionnelle, on nous a fait croire pendant plusieurs années qu'une carrière professionnelle était statique. Qu'est-ce que je vais mettre ici dans le terme statique? C'est la possibilité de rester uniquement avec une seule casquette et gravir des échelons au sein de l'entreprise. Ça, déjà, c'est problématique. Mais si nous restons sur ce paradigme, bien évidemment, nous allons nous buter plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un premier temps, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'hyper-information et de l'hyper-synthèse. Ce qui veut dire quoi? Il faut déjà repenser les parcours. Un parcours académique ne doit plus durer 7 ans,
avant d'espérer trouver un emploi. Il doit être totalement repensé et nous avons des modèles qui l'ont montré à travers le monde, notamment à travers l'alternance dans des pays où c'est déjà autorisé. Pourquoi ne pas déjà dans un premier temps prendre ce système d'alternance et le repenser au sein de nos économies pour avoir une économie circulaire? Aujourd'hui, des entreprises ont des besoins en termes de talent, en termes de ressources humaines. Nous avons des jeunes qui ont des besoins en termes de formation, en termes de connaissances. Le premier défi ici, c'est de connecter ces deux mondes. Faire en sorte que l'entreprise qui recherche un talent puisse investir sur son éducation, sur sa formation, et puisse directement faire en sorte que cette formation ne soit plus vide de sens, mais qu'elle soit directement connectée aux réalités terrain. Qu'est-ce qu'on va entendre ici par réalité terrain? C'est la possibilité de pouvoir faire mener des actions concrètes drivé par des objectifs SMART. Donc, SMART, rapidement, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Et cette fois-ci, qui seront pilotés par des KPI, des indicateurs clés de performance. Au sorti de là, nous avons un jeune manager, parce que l'objectif ici, c'est de former des managers à vocation 360. Un jeune manager va commencer sa carrière en tant que conseiller clientèle dans une banque. Par la suite, il va monter en tant que manager de la banque. Par la suite, directeur de la banque. Mais au moment de prendre sa retraite, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il faut qu'il soit un consultant, il faut qu'il soit un formateur, il faut qu'il soit un mentor, il faut qu'il soit un manager pour la prochaine génération. Parce que c'est tout un parcours qui a été co-construit et qui a été orienté sur les besoins terrain. Maintenant, pour basculer sur les trois autres actions, nous avons le management, apprendre à manager, apprendre à piloter et apprendre à gérer l'humain. Parce que si l'humain arrête de se gérer, arrête de se manager, bien évidemment, l'intelligence artificielle prendra le relais. Et rapidement, la culture. Mettre en avant ce qu'on va appeler ici la culture de l'entreprise. Comment est-ce que vous réussissez à fidéliser les talents? Comment est-ce que vous réussissez à motiver les talents au-delà du salaire? C'est la montée en compétences, c'est la montée en expérience et c'est surtout la valorisation de l'expertise. Faire en sorte que l'humain ne soit plus juste une machine de plus, mais qu'il soit le cœur et l'acteur principal de l'action qui est déployée. Ceci nous permettra de rebondir rapidement sur trois principaux points. Dans un premier temps, la décentralisation de l'autorité. La problématique que nous avons également au sein des entreprises africaines, c'est que peu d'entreprises laissent des jeunes prendre des risques. Nous allons intégrer ces jeunes, mais à quel degré de capacité de prise de risque? Pendant 5 ans, pendant 6 ans, nous allons être au sein d'une entreprise, mais juste considérés comme un stagiaire, faire des photocopies, regarder rapidement si le dossier est bien classé. À quel moment allons-nous apprendre? Donc, il faut déjà qu'on réussisse à mettre en place une démocratisation et une décentralisation de l'autorité. Donc, ça va passer justement par les postes occupés au sein des entreprises. Le manager a pour vocation de travailler directement avec la hiérarchie directe, c'est-à-dire les décisionnaires. Donc, les décisionnaires qui sont les actionnaires, qui sont les promoteurs des actions, auront pour vocation de piloter un bateau. Mais vu qu'ils ne peuvent pas le faire seuls, ils auront besoin des managers. Les managers, à leur tour, auront besoin des chargés. Chargés d'eux, exécutants d'eux. Par la suite, les chargés, eux, auront besoin des assistants. Et les assistants, par la suite, auront besoin des alternants et des stagiaires. Ça fait en sorte qu'à chaque étape, nous avons des prises de responsabilité et nous avons décentralisé l'autorité. Le deuxième, c'est détruire l'asymétrie. Généralement, l'information va du haut vers le bas. Sauf qu'à l'ère d'aujourd'hui, c'est dépassé. Il faut une information qui va laisser du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas pour avoir un juste équilibre. Pourquoi? Parce que les acteurs terrain font des constats, constatent des problématiques, mais ils se retrouvent butés, parfois à cause du temps de prise de décision. Sauf qu'en entreprise, 48 heures, c'est trop pour prendre une décision. En 48 heures, une loi peut avoir de l'autre conséquence. Donc, c'est fait en sorte que si une action est constatée, on puisse rapidement mettre la solution en place. Et c'est la co-construction. Et ça passe par la délégation. Si j'ai délégué, je donne plein pouvoir et j'assume les conséquences. C'est ça un manager. Le manager ne doit pas juste bloquer et faire en sorte que ce soit lui le dernier mot. Non, c'est ça la délégation. Par la suite, concevoir des architectures d'immersion. Qu'est-ce que nous allons qualifier par architecture d'immersion ici? C'est la possibilité déjà de pouvoir qualifier le niveau de l'apprenant dès l'entrée en formation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'apprentissage et nous n'avons pas surtout la capacité de rétention de l'information similaire. Il va falloir dans un premier temps segmenter les apprenants par groupe. Un peu lorsque nous allons apprendre des apprentissages d'une nouvelle langue. Jamais on ne va mettre un profil avancé business avec un profil débutant. Le langage ne pourra pas se faire. Pourquoi dans l'économie
et dans la vie de la société, nous ne pensons pas pareil. Donc, nous devons réussir, bien évidemment, à faire en sorte que derrière ces actions, nous puissions concrétiser, matérialiser. Donc, on qualifie le besoin. On sait, par exemple, là, nous avons le bloc A qui correspond peut-être à une échelle de 5 sur 10. On met uniquement ces profils de 5 sur 10. C'est pour éviter trois choses. Faire en sorte qu'on ait honte de se sentir moins compétent que ses collaborateurs. Faire en sorte qu'on puisse avoir la vocation de prise de parole en public et surtout qu'on puisse avancer ensemble, main dans la main, et c'est comme ça qu'on réussit à créer une synergie. La synergie ici va naître de l'équité, mais surtout de l'inclusion. Il faut l'inclusion au sein du management, l'inclusion au sein des équipes, mais surtout l'équité dans les moyens mis à disposition pour le travail. Si le manager a accès à une connexion haut débit, il faut que les collaborateurs aient accès à une connexion haut débit. Sinon, lorsqu'ils vont se plaindre, autant pour moi, du temps pris par la mission, le manager ne va pas comprendre. Parce que pour lui, tout le monde a accès aux mêmes outils. C'est ça l'équité. L'inclusion, c'est de faire en sorte que s'il y a un profil ouvert où on recherche 10 personnes, il puisse avoir 5 femmes, il puisse avoir 5 hommes. Et dans cette inclusion, on puisse également inclure les différents acteurs locaux qui ont pour vocation d'analyser les réalités terrain. Donc, je vais rapidement conclure en disant qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'apprentissage, c'est repenser structurellement, mais surtout faire en sorte que chaque acteur soit interconnecté sous forme d'un système de Lego, comme j'aime bien l'appeler, parce que le Lego ne se détruit jamais. Et c'est le but d'une entreprise. L'entreprise a pour vocation de croître, d'évoluer. Et si à un moment dans notre process de décision, nous restons en mode de stagnation, bien évidemment, il y a trois options. Soit l'entreprise va avoir un déclin, soit l'entreprise va rester en mode statique et au fil du temps, elle ne pourra plus produire. On a vu dans nos différents écosystèmes plusieurs entreprises qui étaient des mastodontes qui se sont écroulées. Donc, parce que même l'entreprise également, c'est une personne. C'est pour ça qu'on appelle l'entreprise personne morale. Ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir un process d'évolution. Dans le process de création d'entreprise, on va avoir la phase de création, la phase de lancement, la phase de croissance, par la suite la phase où on sera en mode nul. Et si en mode nul, on ne fait plus rien, c'est le déclin. Donc, c'est pour dire que l'écosystème est interconnecté, que ce soit la formation, que ce soit les managers, que ce soit les décisionnaires, mais même les institutions privées, publiques, parapubliques et autres. Et pour ça, il faut bien évidemment une synergie et surtout repenser le modèle pour que chaque personne qui travaille à micro-échelle puisse continuer de se former. Ne pas se dire que vu que je suis manager, je n'ai plus rien à apprendre. C'est faussé dans l'éducation actuelle et ça sera également l'une des causes du déclin dans la mesure où les collaborateurs seront au-dessus en termes de formation, en termes d'apprentissage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va primer? C'est l'ego et l'autorité. Et par conclusion, le navire coulera. Merci. Merci, Monsieur Steve, pour cette contribution. Nous avons quelques questions dans le chat. 3 questions. Il y a actuellement 3 panélistes. Je propose que chacun réponde à une question. Alors, la première question est de Armel Sanama. Face à l'évolution du marché, où l'expérience et les compétences priment de plus en plus sur les diplômes, comment un profil de 30 ans en reconversion peut-il crédibiliser son parcours et se positionner efficacement alors que beaucoup d'offres exigent encore Bac+3 ou Bac+5? Quels leviers concrets au-delà du diplôme les entreprises valorisent aujourd'hui? Qui voudrait prendre cette question et finir avec son mot de fin? Ou je choisis? Donc, je pourrais la prendre et rapidement finir avec Ouais. mon mot de fin. Je sens. Au niveau, apprendre également l'expert RH qui pourrait également appuyer les dires ou conclure. Au niveau de l'expérience, aujourd'hui, étant dirigeant et chef d'entreprise, pour moi, la compétence prime. N'ayez pas peur de repenser votre stratégie en termes de reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui va entrer dans la reconversion professionnelle ici? C'est la capacité à réussir à faire parler les lettres et les chiffres. Que vous soyez expert en géographie, expert en finance, expert en marketing, au sein d'une équipe, vous êtes tous des experts. C'est votre capacité à faire parler les lettres et les chiffres pour matcher au cahier de charge. Parce qu'une entreprise a un plan d'action. Dans ces plans d'action, on aura le plan d'action marketing, plan d'action communication, commerciale, managériale et j'en passe. L'objectif ici, c'est rechercher avant tout l'humain qui sera en mesure d'assumer la charge, la responsabilité et
Il faut toujours vous mettre en tête que l'entreprise vous formera toujours. L'entreprise vous permettra toujours de monter en compétence. Donc, la compétence est un plus et l'expérience est encore le summum. Pourquoi? Parce qu'une carrière se construit. Je préfère avoir un collaborateur avec 10 années d'expérience dans un domaine qu'il a maîtrisé en totalité, qui souhaite réapprendre un nouveau domaine. Pourquoi? Ce que je vais qualifier ici, c'est la méthodologie de travail. Cette méthodologie de travail est universelle. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vous lancer, peu importe le domaine dans lequel vous allez travailler, s'il faut être méthodique, il faudrait être méthodique. S'il faut être autonome, il faudrait être autonome. S'il faut être dynamique, il faudrait être dynamique. C'est d'ailleurs pour ça que sur des fiches de poste, pour ceux qui lisent des fiches de poste, vous allez avoir les missions, donc la partie compétences qu'on attend de vous, mais vous allez également avoir les soft skills, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut ramener en tant qu'être. Le nous, en entreprise, comment ça va se structurer? J'ai le jeu. Le je, c'est moi en tant que collaborateur. Le tu, c'est le second collaborateur avec qui je vais travailler. Et par la suite, il y a le nous. C'est dans le nous que va entrer l'entreprise. Pourquoi? Parce que tous ensemble, nous allons travailler pour le développement de l'entreprise. L'entreprise ici, c'est la société, ça peut être la société qui nous entoure, ça peut être le gouvernement et j'en passe. Donc, si vous avez déjà cette méthodologie, vous avez déjà cette connaissance de transférer le savoir, la connaissance, et je vois que pendant plusieurs années, notamment 12 ans ou 30 ans, vous avez eu la capacité d'avoir la résilience de pouvoir garder le cap et surtout pouvoir être motivé et déterminé. Et la cerise sur le gâteau, vous souhaitez apprendre de nouveau, moi je vous signe. Je vous signe tout simplement parce que j'aurai en face de moi un leader qui va réussir à faire communiquer l'esprit de leadership à l'intégralité de l'équipe. Merci. Merci. On a une question de Diada Nicanor Ouedraogo. Quelle est la place de la passion personnelle dans cet écosystème de formation? Est-ce que la passion est aujourd'hui importante s'il faut considérer les besoins des entreprises? Coach Fulgence, vous voudrez bien répondre à cette question? Oui, merci pour la parole donnée. Absolument, la passion sera naturellement essentielle, même si elle ne fera pas tout, parce que la passion vous permettra de vous réveiller un jour, d'y aller même quand vous n'avez pas envie d'y aller. Elle vous permettra de pouvoir être résilient, de garder toujours cette fièvre également, de surtout pas la laisser en fait s'estomper. Mais naturellement, les entreprises fonctionnent également dans un cadre et ont également des musts auxquels vous ne saurez vous dissocier. Vous aurez besoin de la passion, mais vous aurez besoin de la méthode également. Vous aurez besoin de la passion, mais vous aurez besoin également qu'elle puisse être quadrillée en fonction des besoins de l'entreprise. Alors oui, ce qui sera différent de vous par rapport à qui que ce soit d'autre, c'est que vous aimez être là. Vous aimez être présent, vous aimez donner, vous aimez également vivre chacune des expériences qui vous sera proposée. Mais tout cela, si ce n'est pas quadrillé par un mode de fonctionnement, par des objectifs à atteindre, par un must qui vous impose en fait le fait de suivre le rythme, en plus de la passion, je pense que la synchronisation resterait à désirer. Voilà. Donc, soyez passionné, mais également la compétence viendra vous donner le moteur essentiel. Merci. Nous avons une dernière question. Étant dans le métier de la formation, j'ai un blocage aujourd'hui avec l'apprentissage continu. Quel mécanisme me conseillez-vous? Monsieur Kahn? Ok, merci beaucoup. Peut-être avant de répondre à cette question, par rapport à l'apprentissage, au blocage par rapport à l'apprentissage continu, je voudrais confirmer ce qui vient de dire par mes co-panélistes, surtout par rapport au diplôme. Aujourd'hui, en tant que recruteur, c'est vrai que dans les fiches de poste, à chaque fois, il y a un diplôme qui est requis. Mais cela ne doit pas vous empêcher de postuler. Parce que durant l'entretien, on ne va pas revenir sur le cours que vous avez suivi, ok, ni comment vous avez obtenu votre master. Donc, peut-être ça, c'est juste un prérequis, mais on va beaucoup plus voir les expériences, comment vous vous êtes débrouillé voilà, lors de votre premier stage, comment vous fonctionnez en communauté, quelles sont les initiatives propres que vous portez, quelle est aujourd'hui surtout la passion que vous mettez dans dans le métier que vous ciblez. Donc, pour répondre à la deuxième question, la passion, elle est très importante. C'est ça qui est le moteur de l'engagement.
hein, mais lorsqu'on est en entreprise aussi, donc c'est des codes, c'est des règles. Effectivement, il faut quand même une certaine méthodologie, un respect des règles, un respect de la hiérarchie. Mais la passion, c'est ça qui va démontrer à votre manager que tu en veux. Parce qu'il y a des managers qui, plus tu en veux, plus ils te donnent. Voilà, donc c'est extrêmement important de garder cette passion-là. Donc, ne vous limitez pas, tout simplement, ne soyez pas bloqué lorsque peut-être vous n'avez pas le diplôme. Tapez à la porte, venez déposer votre CV, allez vers les décideurs. Ben, écoute, il faut avoir un peu d'audace. Voilà. Et lorsque vous venez en entretien, faites un peu fi des diplômes, essayez de parler de votre motivation personnelle, montrez que vous êtes ouvert, montrez que vous êtes ouvert d'esprit, montrez que vous êtes engagé, démontrez-le par des faits. Parce que ça peut être des engagements communautaires, ça peut être des engagements à l'école, ça peut être pas mal de choses, hein. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin forcément que d'avoir des stages pour et progresser. Voilà, donc la vie nous offre pas mal d'opportunités, il faut les saisir. Maintenant, pour revenir à la question sur l'apprentissage en continu, celle qui a des difficultés à continuer l'apprentissage, je dirais que vous avez un gros souci. Et ça, je préfère le dire ainsi, on est dans un monde qui évolue très vite et l'adaptabilité voudrait que on travaille et qu'on apprend en continu. Aujourd'hui, si vous avez un diplôme, je vais dire, voilà, de master en finance comptabilité, vous entrez dans une institution qui a aussi donc ses règles qui évoluent dans le temps. Vous êtes obligé d'apprendre aussi au gré de l'évolution de la structure. On parle aussi de l'évolution des métiers. Donc, les métiers sont en train d'être impactés et il y a un renouvellement sans cesse. Aujourd'hui, les transformations en entreprise se font en continu. Donc, les transformations des métiers aussi suivent. Donc, si vous ne démontrez plus cette capacité à vous adapter et à continuer à apprendre, à aller même au-delà de ce que l'entreprise vous donne, parce qu'il faut quand même s'investir, investir dans sa propre formation, ne pas toujours attendre que l'entreprise vous dise, écoute, il faut faire telle formation. Si vous avez de l'ambition, vous devez investir en vous-même. Donc, la formation ne doit pas rester statique. Surtout qu'aujourd'hui, l'accès aux connaissances est extrêmement démocratisé. Tu tapes sur YouTube, tu vas sur LinkedIn Learning, voilà, il y a tellement de formations gratuites en veux-tu, en voilà. Et cette capacité-là à apprendre et à s'adapter et surtout à se maintenir euh, par rapport à tout ce qui se fait de mieux dans son domaine d'activité, ça aussi, c'est une connaissance que nous ciblons véritablement. C'est une connaissance que nous ciblons. Aujourd'hui, vous rentrez avec le même diplôme le même jour dans une même institution. D'ici 10 ans, tu vas voir que les trajectoires peuvent être complètement différentes, hein. Donc, tu verras que celui qui a déjà fait 10 ans, il est devenu DG, pendant que l'autre, il est resté caissier ou bien il est resté agent simple. Mais ce qui va faire réellement la différence, c'est sa capacité à apprendre à continu, à recevoir du feedback et à se dire, ben, écoute, du moment où j'ai reçu le feedback par rapport à mon comportement, ce que je dois améliorer, par rapport à la technique, ce que je dois améliorer, mais si tu restes sur place, personne ne viendra te dire ce qu'il faut faire. Donc, il faut aller, n'est-ce pas, vers la connaissance. Il faut effectivement apprendre en continu. C'est pour cela que je dis, celui qui a, en tout cas celle qui vient de poser cette question, il faut que vous vous réveillez tout de suite. Voilà, donc ça, je ne vais pas passer par quatre chemins, il faut que vous vous réveillez tout de suite. La connaissance est disponible, on va dire même l'apprentissage est TikTokisé, donc c'est un mot que j'ai créé comme ça. C'est des apprentissages très, très, très courts, tu n'as pas besoin de faire des modules très, très, très longs. Voilà, donc c'est de petites capsules, on passe énormément de temps sur TikTok. Oui, donc on va dire que oui, c'est pas utile, ça nous fait perdre du temps, mais non, si on utilise à bon escient, écoute, en 2 minutes, 3 minutes, on apprend toujours des choses nouvelles si on est connecté à la bonne page. Donc voilà, donc peut-être quelques astuces pour que vous puissiez avoir toujours de l'amour à apprendre toujours en continu. Donc voilà ce que je voulais répondre. Merci. Merci, merci, chers panélistes, pour ces échanges tellement intéressants qu'on a grignoté suffisamment sur le temps. Au fil de nos échanges, une conviction s'est imposée. Le futur de la formation ne se résume pas seulement à la technologie, ni à l'intelligence artificielle, ni même aux outils, mais sur l'humain. Et former demain, c'est continuer à développer des compétences qui éveillent également la curiosité, renforcent l'esprit, encouragent la créativité et préparent chacun à apprendre tout au long de sa vie.
Merci à chacun de vous. Nous allons clôturer ce panel.